Donc, bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Chevrier, Moi, c'est Pierre-Olivier Bonin. puis on travaille pour le Service canadien des forêts. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le travail qui a été fait au Service canadien des forêts pour améliorer la représentation des genres et la diversité dans le secteur forestier. Donc, le but, c'est vraiment de se concentrer sur le processus, sur le travail qui a été fait pour atteindre les objectifs, plus que sur les résultats qui sont préliminaires à ce stade-ci. Donc, je vais commencer en vous parlant du processus d'analyse qu'on a suivi pour ensuite parler de la création d'un groupe de travail puis des recommandations qui ont été faites par ce groupe. Pierre-Olivier va ensuite parler de l'opérationnalisation de ces recommandations-là et présenter les résultats préliminaires. Finalement, pour conclure, je vais parler rapidement des leçons que nous avons tirées de ce processus. Donc, au Service canadien des forêts, on a 4 programmes de support à l'industrie. Donc, les 4 programmes que vous voyez à l'écran actuellement. Puis, ces programmes-là devaient être renouvelés en 2020, en fait. Donc, dans le budget 2019, on a eu le mandat de renouveler ces programmes-là, mais aussi d'ajouter, d'améliorer la représentativité des groupes minoritaires dans le Service canadien des forêts. Donc, ça, c'était une nouvelle demande qui était faite. Ce n'est pas quelque chose que les programmes considéraient avant. Donc, prochaine acétate. Donc, ce qu'on a fait, nous, au Service canadien des forêts, c'est qu'on avait comme objectif, c'est de s'assurer que ce processus-là se fasse de façon la plus rigoureuse possible et que ce soit basé vraiment sur les données, sur la recherche sur les données et non seulement sur des idées préconçues qu'on peut avoir sur la situation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec la recherche de données, l'analyse de données. En fait, ensuite, on a créé un groupe de travail. On a fait des consultations avec des partenaires externes et des experts sur la question et on est arrivé avec des recommandations. Donc, je vais vous parler rapidement de chaque étape. Donc, la première étape, la partie recherche. On a pris les données du recensement, puis on a fait un profil socio-économique vraiment poussé des travailleurs du secteur forestier pour essayer de comprendre, de un, c'était quoi, quels étaient les enjeux, quels étaient ces écarts de représentativité-là, puis ensuite, pour essayer de comprendre les causes expliquant ces écarts-là. Donc, ici, on voit, par exemple, que les femmes sont moins représentées, représentent seulement 17 % des travailleurs dans le secteur forestier, moins d'immigrants aussi. Les populations autochtones sont un peu plus représentées que dans le reste de l'économie. On va voir un peu tantôt pourquoi. Les minorités, les personnes les minorités visibles, pardon, sont aussi un peu sous-représentées dans le secteur forestier. Et finalement, on a une population qui est vieillissante, donc des travailleurs qui sont plus âgés que dans l'ensemble de l'économie. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différences-là. On est arrivé avec deux axes principaux pour expliquer une bonne partie des différences. Donc la première, c'était le niveau du profil d'éducation. Donc on voyait qu'il y avait une espèce un désalignement, si on veut, du profil disponible versus des besoins de l'industrie du secteur forestier. Donc, par exemple, dans les STEM ou les diplômes d'ingénierie, tout ça, tout ce qui est plus technique. Donc, il y avait un petit peu moins dans le cas pour certains de ces groupes minoritaires-là que pour l'ensemble de la population. Et aussi, on voit aussi par rapport, par exemple, les populations autochtones, le profil d'éducation ne permettait pas nécessairement d'accéder, si on veut, à des postes plus hauts dans la hiérarchie ou dans les organisations. L'autre gros facteur, c'est la localisation des emplois par rapport à la localisation des individus de ces groupes-là. Donc, la majorité des emplois dans le secteur forestier sont dans les régions rurales, puis ça ce qu'on a vu avec les données, mais aussi la littérature suggère que, par exemple, les nouveaux immigrants ne vont pas nécessairement s'installer en région rurale. On voit aussi que les femmes avec des diplômes dans les domaines des STEM tendent à rester en ville plutôt que d'aller s'installer en région rurale. Donc, il y a des facteurs comme ça, plus géographiques, là, qui peuvent expliquer une partie de la différence. Ensuite, on a créé le groupe de travail pour justement discuter des résultats de recherche, mais aussi pour, si on veut, compléter l'information puis aller chercher avoir une vision plus globale de la situation. Donc, on a eu des réunions bi-hebdomadaires, on a invité des conférenciers pour nous parler de la diversité puis des enjeux liés à ça.
Alors, on a parlé à d'autres ministères aussi, d'autres organismes au gouvernement fédéral pour avoir leur avis. Faire une revue de littérature pour justement complémenter ce qu'on avait avec notre recherche qu'on avait faite pour mieux comprendre la situation. Et finalement, on a fait des consultations, des journées portes ouvertes, pour faire des consultations avec l'industrie pour avoir leur avis, pour voir ce qu'eux avaient à nous dire sur la situation. Et finalement, on est arrivé avec une série de recommandations. Ces recommandations-là sont les suivantes. Donc, nécessité de faire un meilleur suivi de la diversité dans le secteur forestier. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait un manque de données, on manquait d'informations pour vraiment comprendre c'était quoi la situation, mais aussi pour faire un suivi, voir s'il y avait des améliorations ou si la situation s'empirait, ou comment, pourquoi, tout ça. Donc, ce qu'on a proposé, c'était de faire une collecte de données, améliorer la collecte de données pour mieux comprendre la diversité dans le secteur forestier. L'autre chose qu'on a entendu, surtout auprès des conférenciers et des journées portes ouvertes, c'est que les entreprises ne prenaient peut-être pas la question assez au sérieux ou n'étaient pas nécessairement au fait de la problématique. Donc, pour essayer de vraiment couvrir toutes les causes possibles, c'est une question de sensibiliser les entreprises sur l'enjeu. Donc, on a décidé d'exiger des bénéficiaires de nos programmes qui disposent d'un plan d'action pour favoriser la diversité auprès de leurs travailleurs dans leurs entreprises. L'autre aspect, c'est le renouvellement de la main-d'œuvre. Donc, on a vu que la main-d'œuvre est vieillissante, mais qu'il n'y avait pas nécessairement le bon arrimage d'éducation pour être capable si on veut, de renouveler cette main-d'œuvre-là. Et donc, la recommandation, c'est de promouvoir le secteur forestier comme une option pour les études postsecondaires, particulièrement auprès des groupes sous-représentés. Et finalement, de continuer à partager l'information. Donc, continuer à faire des présentations comme on le fait aujourd'hui pour, si on veut, continuer à sensibiliser les gens sur la situation puis proposer des solutions qui sont faisables et qui peuvent amener des résultats positifs. Donc, Pierre-Olivier va vous présenter certaines de ces recommandations, comment ces recommandations-là se sont traduites en mesures concrètes. Merci, Jean-Sébastien. Alors, comme mon collègue l'a mentionné, l'un des problèmes les plus importants pour combler le déficit de la diversité de la main-d'œuvre dans le secteur forestier, c'était le manque de données. Avec de meilleures données, eh bien, les parties prenantes sont en mesure de prendre des meilleures décisions sur les outils et les stratégies visant à promouvoir la diversité en milieu de travail. Cela permet également de surveiller la performance des programmes et des politiques et de concevoir de nouvelles mesures si nécessaire pour atteindre une plus grande équité, diversité et inclusion. En ce qui concerne la première mesure, nous avons entamé les premiers pas vers une meilleure collecte de données. Plus précisément, la division de l'analyse économique du Service canadien des forêts a élaboré un questionnaire sur la diversité et l'inclusion afin de mesurer la représentation des groupes visés par l'équité en matière d'emploi dans le secteur forestier. Puis, à la division des relations avec l'industrie et des programmes d'innovation, nous avons traité les données et nous les avons rassemblées pour les visualiser dans des tableaux de bord. Alors, je vous présente maintenant un aperçu de ces résultats préliminaires. Ces résultats sont basés sur les données des entreprises du secteur forestier qui ont reçu un financement dans le cadre du 5e appel à proposition du programme d'investissement dans la transformation de l'industrie forestière. Veuillez garder à l'esprit que l'ensemble des données ne représente qu'un sous-échantillon de l'industrie forestière. Il faut donc s'attendre à ce que nos résultats ne soient pas nécessairement représentatifs au niveau national. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la mettre en pause à tout moment afin d'en ralentir le rythme si nécessaire. Je vous présente quelques statistiques descriptives de notre échantillon du programme ITIF, montrant le total de nombre d'employés des entreprises du secteur forestier financées par l'ITIF, ainsi que le nombre d'employés qui sont déclarés comme nouveaux arrivants, minorités visibles, autochtones et personnes handicapées. En somme, les distributions semblent refléter la tendance générale de sous-représentation observée avec les données de Statistique Canada. Notamment, on remarque qu'ici encore, les femmes et les minorités visibles sont sous-représentées par rapport à leur représentation au sein de la population générale. Donc, ensuite,
Avec la mesure numéro 2, nous l'avons conçue pour sensibiliser à la diversité et à l'inclusion dans le secteur forestier. Et nous avons demandé au secteur forestier de développer des plans de diversité et d'inclusion. Dans le cadre du programme MITIF, depuis le 5e appel des propositions qui se sont tenues en 2020, les bénéficiaires sont tenus de soumettre des données sur la diversité et l'inclusion ainsi qu'un plan en la matière. Plus précisément, nous avons encouragé les bénéficiaires du programme à améliorer l'équilibre entre les genres et accroître la diversité au sein de leur structure d'entreprise et de leur chaîne d'approvisionnement canadienne. Afin de suivre et de mesurer les progrès réalisés dans les années à venir, nous avons élaboré une méthode d'évaluation des plans de diversité et d'inclusion de nos bénéficiaires. La première application de cette méthode a eu lieu avec le dernier appel à proposition d'ITIF à l'été 2021. Nous avons reçu 24 plans de diversité et d'inclusion de la part des 24 entreprises que nous avons financées. Voici quelques résultats de notre première évaluation. Comme vous le voyez à l'écran, donc 24 plans reçus, une note moyenne pondérée de 64,7 et une grande dispersion des notes avec un minimum, une note la plus faible de 12,5 à 98,5 pour la plus haute. Parmi nos résultats, on note que les plans les mieux notés étaient très bien structurés et couvraient un large éventail de critères. Par exemple, ils comprenaient une perspective globale présentant la vision et les priorités de l'entreprise, des objectifs et des actions détaillées, une stratégie de communication, un ensemble de mesures adaptées individuellement au plus grand nombre de groupes possible, et une stratégie de traçage et de suivi comprenant un calendrier général et des jalons plus spécifiques. Dans l'ensemble, nous avons constaté des variations importantes en termes de qualité. Donc, c'est ce que j'ai mentionné plus tôt. Mais l'avantage à plus long terme, c'est qu'en appliquant la même méthode dans les années à venir, nous serons mieux en mesure de saisir l'évolution, les changements et mieux cibler les domaines à améliorer en priorité. Ensuite, avec la mesure numéro 3, nous avons cherché à promouvoir le secteur forestier en tant qu'option postsecondaire par le biais de bourses d'études de premier cycle en partenariat avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Comme l'explique le CRSNG sur son site Web, les bourses de recherche pour étudiants de premier cycle sont destinées à soutenir l'intérêt des étudiants et à développer pleinement leur potentiel pour une carrière de chercheur en sciences naturelles et en génie. Elle vise également à les encourager à entreprendre des études supérieures dans ces domaines en leur offrant une expérience de travail en recherche qui sert de complément à leurs études. Le CRSNG a décidé d'agir en se fondant sur le constat suivant lequel la création d'un milieu de recherche équitable, diversifié et inclusif au Canada est essentielle à la conduite de travaux de recherche inédits, de qualité exceptionnelle et susceptibles de générer des retombées qui permettront d'approfondir les connaissances et de résoudre les problèmes locaux, nationaux et mondiaux. Grâce à sa collaboration avec le CRSNG, le programme d'innovation forestière du Service canadien des forêts a financé une partie des bourses de recherche pour étudiants de premier cycle. Nous avons recueilli des données pour les 2 premières années universitaires de ces cycles de financement et il y a eu un total de 79, comme je vais vous montrer à l'instant, 79 candidats, dont 55 ont reçu une bourse. Notre tableau de bord permet ici de ventiler les données par groupe d'équité en matière d'emploi, tout comme je vous ai montré plus tôt. Ici, donc, notons quelques résultats. Nos chiffres démontrent qu'une majorité de candidats et de boursiers étaient des femmes, qu'environ 1/5 des boursiers s'identifiaient comme minorité visible, que seulement 5% des boursiers étaient autochtones, qu'aucun candidat ou boursier ne s'est identifié comme personne souffrant d'un handicap, qu'il y avait une répartition presque égale entre francophones et anglophones, et enfin qu'une majorité de candidats et de boursiers se trouvaient dans la province du Québec.
Finalement, avec la dernière des 4 mesures que nous avons mises en œuvre conformément aux recommandations du groupe de travail sur la diversité, nous avons joint des parties prenantes externes et internes afin de partager des informations et de promouvoir la diversité de la main-d'œuvre par la collaboration. Par exemple, en l'espace de quelques mois au cours de la dernière année, notre division a rencontré 5 équipes différentes au sein du ministère pour partager notre expertise et présenter notre méthode d'évaluation de la diversité et de l'inclusion. Nombre de nos équipes en sont encore au premier stade de l'élaboration de la mise en œuvre d'une stratégie d'évaluation pour les enjeux de diversité et d'inclusion. De façon similaire, de nombreux acteurs du secteur forestier commencent tout juste à élaborer des mesures sur la diversité et l'inclusion dans leur entreprise. Tout bien considéré, l'objectif défini par la mesure numéro 4 constitue une tâche de longue haleine. Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre sur la façon d'aborder un sujet aussi important et sur ce qui constitue les meilleures pratiques dans le secteur forestier. Ce travail doit donc être considéré comme un processus continu qui nécessitera un effort constant de la part de toutes les parties concernées. Concluons donc maintenant et en récapitulant les leçons apprises et les défis à relever. Merci Pierre-Olivier. On va passer à la prochaine diapo. Donc, comme Pierre-Olivier a montré, on a développé des bonnes mesures. Ça reste que c'est un processus qui est assez récent. C'est des mesures qu'on a, pour la majorité, on a créé de toutes pièces parce que ce n'est pas des choses qu'on pouvait copier ailleurs nécessairement. On était un peu des pionniers dans le domaine au niveau fédéral, ou en tout cas pour ce type de programme-là. Et puis, avec ça vient, il y a eu des défis. Il a fallu qu'on traverse quelques défis, qu'on surmonte quelques défis. On s'est fait dire non à quelques reprises pour mettre en place, par exemple, des questionnaires. Puis finalement, on a persévéré, on a fait des améliorations, puis on a réussi. C'est possible. Et puis, il y a aussi des améliorations à faire. On a appris, par exemple, que pour le processus de données, qu'il faut continuer à collecter des données, puis on va être capable, une fois qu'on va avoir plusieurs années, on va être capable d'identifier des tendances et mieux comprendre la situation. Pour les questionnaires, pour les plans de diversité, comme Pierre-Olivier a mentionné, il y avait une grande diversité ou disparité dans les résultats. Donc, c'est de continuer à travailler avec les entreprises pour les supporter là-dedans. Puis on va voir aussi s'ajuster en fonction des résultats qu'on va obtenir. La bourse d'études, on a un fort intérêt. Donc, c'est de continuer à développer cet intérêt-là, puis peut-être essayer aussi d'aller rejoindre des groupes qui ont moins participé pour ces premières années-là, pour essayer d'être encore une fois plus supportant encore mieux la diversité. Et finalement, pour l'engagement, c'est ça, comme Pierre le disait, c'est un travail de longue haleine, donc on va continuer à faire ces efforts-là parce qu'on pense que ça vaut la peine et qu'il y a des bénéfices pour tout le monde de continuer de garder les canaux de communication bien ouverts. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse courriel ici. Et puis, ça nous fera plaisir de discuter avec vous ou de répondre à vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup.